Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Lila modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu boyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à tous, bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, sur le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite. Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Sénégal
Voilà, vous êtes bien dans votre émission Le Plateau du Sénégal. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous jusqu'à 12h30. Donc aujourd'hui, Richard est là. Nous avons un petit jeune qui est là pour découvrir la radio, Gaëtan. Donc j'espère, Richard, on aura le temps de lui donner la parole 2 minutes. Et oui, puis, pourquoi pas. Voilà. Et puis écoute, aujourd'hui, ce sera journée négrophobie. Richard, un peu de musique parce que je suis assez essoufflé et on y revient. En 2021, on fête les 100 ans de la radio. On fête les 40 ans de la libération des ondes. Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicale, Généraliste, d'information. émission spéciale, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Et voilà Lamine, comme je te disais, voilà, c'est la fête de la radio comme on l'a entendu dans le petit spot qui a un peu bugué, je ne sais pas pourquoi. Alors ça fait en 2021 100 ans de radio, 40 ans de libération des ondes. Alors c'est le 22 décembre 1921 que Radio Tour Eiffel a la première station de radio créée en France et qui émet pour la première fois depuis la Tour Eiffel. Alors une fête pour les auditeurs et le grand public sur tout le territoire national, en région et en Outre-mer. Alors l'année 1981 marque le véritable tournant de la libération des ondes. Et cette fameuse loi du 9 novembre 1981 prévoit des dérogations au monopole d'État pour les radios locales privées, associatives, et c'est l'apparition des premières radios libres qui peuvent alors émettre en modulation de fréquence sans diffuser de messages publicitaires. C'est le premier pas vers la libéralisation de la radio et la réglementation de toutes les radios qui émettaient illégalement parfois depuis la fin des années 60. Donc ça fait cette année, toutes les radios ont 40 ans, toutes les radios privées et associatives. Alors question pour toi Lamine, quel âge a Radio Galère ? Oh là là, ça c'est une colle.
Ben, Radio Galère, est-ce qu'il n'a pas été créé dans les années 80, 82, 85? Voilà, c'est à peu près ça. En 83, en tant que si radio bon, pirate. Et en 84, vraiment, elle a été reconnue, quoi. Les vrais statuts. Bon, écoute, j'ai pas révisé, mais tu vois. Elle a 37 ans. 37 ans. Ben voilà. Donc, en tout cas, ben, merci à vous tous. Si ces radios durent et perdurent et essaient de contourner, comme vous l'a dit Richard, c'est que juste vous êtes là, vous, les auditeurs, et ça fait plaisir d'avoir les auditeurs. Donc voilà, Richard, aujourd'hui, comme je l'ai dit, en France, on est discriminé parce qu'on est noir. Quand on est noir, on a un problème pour avoir un appartement. Quand on est noir, on a un problème pour avoir du travail. Quand on est noir, on a un problème pour tout simplement gravir peut-être les échelons dans les administrations. Quand on est noir, maintenant, on se fait tuer. Quand on est noir, on se fait rappeler cet esclavage qui a duré depuis des années et des années. Donc, ensemble, on va essayer, comme le président Macron, il a dit qu'on a un sentiment d'insécurité en France. Cela prouve l'impuissance aujourd'hui face à ces racistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a en tout cas fait le nécessaire? Parce que la législation est là, les lois sont là. Mais est-ce que l'État condamne comme il devrait le faire? Est-ce que la sérénité est là pour pouvoir emprisonner ces gens en respectant la loi avec 45 000 euros d'amende, 1 an de prison, etc. Je pense que si peut-être on commence à appliquer les lois déjà présentes, les choses peut-être devraient changer. Mais en attendant, comme nous ne sommes pas, en tout cas des législateurs, nous allons en débattre. Nous allons en parler de cette vague de négrophobie. Voilà, cette semaine, pour alerter et faire passer la haine à l'égard des Noirs et d'autres types de racisme envers les Noirs qui conduisent parfois, comme ça s'est passé cette semaine à Saint-Étienne, le jeune Gambien Youssoufa a été lâchement assassiné par des racistes arméniens. À un moment donné, il faut citer les choses. Bien sûr, on ne dit pas que tout le monde est pareil. On ne met pas tout le monde dans le même sac. On a vu aussi celui qui se réclamait algérien en proférant des insanités racistes envers cette dame noire. On a plein d'amis algériens. Moi, je suis très bien placé. J'ai mes 2 frères. Un est marié à une Algérienne, un autre est marié à une Tunisienne. Mais ces femmes, donc mes belles-sœurs, ce qu'elles des fois me disent quand ils se promènent avec leur mari, ce que les autres leur renvoient, mais c'est hallucinant. Il me dit, Lamine, j'ai fait comme si j'entends rien, parce que si je leur dis, ça va partir en cacahuète. Un couple noir, Richard, a été aussi victime de racisme. Quand il a voulu demander en mariage son épouse dans une location de Airbnb, quand il est venu avec son nom, qui était un peu francisé, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on a vu la couleur noire, on a dit, ah tiens, et c'est parti en cacahuète. On se rappelle de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Algérie. Le jeune Mamoudou Bari a été assassiné ce jour-là, parce qu'il était noir. Je crois que c'était par un Turc. Voilà. Donc si on les nomme, ce n'est pas pour que telle communauté attaque telle communauté, non. Mais peut-être c'est l'occasion que dans chaque communauté aussi, qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Parce qu'on ne peut pas continuer à taire des tabous. Mais bon, Richard, nous allons essayer de partager tout cela avec des personnes qui luttent, des personnes qui se battent beaucoup pour justement la cause des Noirs. On est au XXIe siècle. Aujourd'hui, on devrait continuer ici à parler de politique, à parler de football, à parler de choses vraiment qui nous font avancer, des choses qui nous font plaisir, des loisirs. Mais faire des émissions pour parler de négrophobie en 2021, non, il y a un souci là en France. Il y a un problème. Il y a un problème. Cette étape devrait être dépassée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ensemble, on essaiera de continuer à faire donc tout ce que l'on peut pour au moins dénoncer, pour au moins essayer en tout cas de faire prendre conscience à certaines personnes que ce n'est pas normal de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même couleur de la peau. Ce n'est pas normal de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que nous. Ce n'est pas normal de tuer quelqu'un parce qu'il est différent de nous. Mais bon, Richard,
On va essayer de donner la parole au CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Et le CRAN est au premier plan pour justement la lutte contre cette négrophobie. Et je crois que nous avons le président du CRAN. Est-ce qu'il est là, Richard? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Oui. je suis. Bonjour. Donc, nous sommes avec Ghislain V2, le président du CRAN. Bonjour, Ghislain. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir, même si ça ne nous fait pas plaisir justement de parler de cette vague de négrophobie qui s'est passée cette semaine. Bon, j'ai vu que vous êtes très pris, vous étiez dans pratiquement pas mal de télévision et de presse, donc merci de nous avoir fait cet honneur d'être là. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Ghislain, que peux-tu nous dire sur justement cette vague de racisme que la France a connue cette semaine? Eh bien, il faut d'abord rappeler que c'est une situation globale. Cette semaine, on a eu une vague, mais nous travaillons malheureusement tous les jours sur ce qui se passe tous les jours, puisque des nombreuses personnes nous contactent à travers l'année, plus d'une centaine de personnes. Je vais juste rappeler sur les 8 derniers mois, les dossiers que nous traitons pour vraiment voir que ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Sur les 8 derniers mois, accrochez-vous, nous sommes en train de traiter pas moins de 9 dossiers et pas d'un moindre. Un premier dossier, c'est le dossier du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Bien sûr, avec ce que nous savons, avec la contamination des personnes qui sont majoritairement noires. Et donc, il y a aussi ce dossier contre Valeurs Actuelles qui avait publié, vous vous rappelez, l'ensauvagement en parlant des Noirs et des Arabes, toujours, voilà, et en caricaturant Daniel Obono, donc nous avons attaqué en justice. Nous avons aussi attaqué, il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup moins des Outre-mer, nous avons attaqué aussi dans les Outre-mer une avocate qui a été traitée, on lui a simplement dit je vais te faire remonter dans ton bananier, voilà, c'est une autre avocate qui lui a parlé comme ça. On a attaqué aussi en justice pour l'affaire Kezia, rappelez-vous, Kezia c'est le jeune homme en Martinique qui s'est fait tabasser par les policiers. On soutient aussi une association qui défend les droits des musulmans, qui s'appelle le CCIF, contre le Conseil d'État. Vous vous rappelez aussi, il y a eu ce dossier des médecins sur LCI qui disaient qu'il fallait tester des vaccins sur les Africains, donc on a attaqué en justice. Voilà. Il y a le dossier de Michel Zecler. Michel Zecler, vous vous rappelez, c'est ce monsieur qui a été tabassé par les policiers. Heureusement qu'il y avait cette vidéo où on a vu, qui a été vue par plus de 12 millions de personnes en moins de 48 heures, donc nous avons aussi saisi la justice. Et nous sommes partis civils dans un dossier en Martinique contre le préfet de Martinique précisément, qui a tenu aussi des propos dont justement nous avons saisi la justice. Et enfin, le 9e dossier, c'est malheureusement M. Claude Jean-Pierre qui a été contrôlé par la police et qui a été retrouvé mort. Et les vidéos et puis l'autopsie démontrent qu'il a eu le cou, la nuque qui a été fracturée. Donc voilà un peu le quotidien du CRAN. Et bien sûr, vous avez rappelé cette semaine ce qui s'est passé, malheureusement à Saint-Étienne, avec le jeune Youssoufa, paix à son âme. Nous avons nos premières pensées à sa fille, à la maman de sa fille et à toute sa famille gambienne et au Sénégal. Et donc la première chose qu'a fait le CRAN, c'est donc de faire le nécessaire pour justement pouvoir porter l'action en justice. Et donc nous sommes en train de faire le nécessaire parce que pour nous rapprocher de la famille de ce jeune homme malheureusement décédé. C'est une affaire tragique, mais il ne suffit pas de dire que c'est une affaire tragique parce que malheureusement ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Donc, mais justement aujourd'hui, le CRAN attaque en justice et tout. Est-ce que le CRAN a d'autres types de moyens peut-être pour faire cesser cette barbarie? Est-ce que vous travaillez ensemble avec les organismes de l'État? Quand le président Macron dit que nous avons un sentiment d'insécurité en France, j'ai dit les pauvres noirs, ils sont encore donc beaucoup plus en insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui permet vraiment de tout faire pour que ça n'arrive plus? Alors, il faut savoir que le CRAN, nous avons un pied dans la rue et l'autre dans les institutions. Donc, pour répondre à votre question, nous travaillons avec les institutions aussi comme le Défenseur des droits pour justement défendre, faire en sorte que les droits des afro-descendants des Noirs soient défendus parce que je vais vous faire un simple rappel. Il y a 3 grandes lois en France pour lutter contre le racisme. La première loi a été votée, c'était un décret, le décret Marchandeau en 1939, pour protéger les populations juives, et à juste titre puisqu'elles étaient déportées. La deuxième loi, c'est la loi Pleven en 1970,
qui est arrivé pour protéger les populations nord-africaines parce que il y avait les fameuses ratonnades, les populations. Si aux États-Unis il y avait des lynchages, en France il y avait les ratonnades, on tuait les Arabes. La troisième loi, c'est la loi Guesso, 1990, qui est arrivée pour protéger, pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Mais vous voyez qu'à l'aune de toutes ces lois qui ont été votées pour lutter contre le racisme, puisque le racisme est devenu polysémique, avant, quand on disait racisme, c'était les Noirs qui discriminaient, c'était les Blancs qui discriminaient les Noirs, mais on se rend compte qu'il y a ces trois grandes lois pour lutter contre le racisme, et il n'y a aucune loi en France pour défendre les droits spécifiquement des Noirs. Donc nous travaillons pour cela. Donc je rappelle quand même que à l'échelle européenne, en 2018, j'ai présenté moi-même un ensemble de recommandations au Parlement européen. Et pour la première fois, il y a une résolution qui a été votée en mars 2019 au Parlement européen pour les droits des afrodescendants. Donc oui, pour répondre à votre question, nous travaillons avec les institutions, mais ce n'est pas suffisant. Nous encourageons aussi les associations et de la société civile à se mobiliser parce qu'il y a plusieurs formes de mobilisation. Donc nous saluons justement le travail du collectif des Rosas et puis d'autres associations avec qui vous avez discuté, qui sont basées à Lyon, qui sont basées à Marseille et qui sont aussi basées à Paris, la brigade anti-négrophobie, parce qu'on a besoin de la mobilisation dans la rue, mais ça ne suffit pas. Il faut un pied dans la rue et l'autre dans les institutions. Nous devons être dans les institutions, là où les décisions sont prises, parce que si nous ne sommes pas là où les décisions sont prises et si nous ne sommes pas autour de la table, eh bien les décisions sont prises sans nous. Donc nous faisons ce travail-là, mais c'est aussi important d'avoir des institutions comme le CRAN qui saisissent la justice pour justement attaquer, parce que par exemple sur l'affaire du chlordécone, nous avons attaqué l'État. Il n'y a pas beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont capables d'attaquer l'État. Nous avons attaqué un préfet, vous voyez, qui avait fait des choses que nous estimons pas légales. Donc nous avons besoin d'avoir cet impact-là, que ce soit dans la rue et aussi avec les institutions. Et concernant Youssoufa, nous n'allons pas laisser ça impuni. Il y a 3 personnes qui ont été arrêtées à ce jour, mais nous veillons à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire, parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais nous les avons vues, malheureusement, et elles sont immondes. Sont immondes. Il n'y a aucune excuse. Voilà un jeune homme, peu importe ce qui se passe, qui a agressé. Il y avait au moins 5 à 6 personnes autour de lui, qui reçoit des coups de couteau, qui essaye de rester debout, et quand il est debout, il a du sang qui gicle de son corps. Il y a une personne qui essaye de lui faire un point de compression, qui était habillé tout en blanc, et une autre personne qui lui dit, qui le pousse de là. Et il reçoit encore un coup de pied dans la tête. C'est immonde. Donc c'est inacceptable, mais ce n'est pas le tour de tout de dire que c'est inacceptable, parce que c'est aussi ça notre rôle. Il faut qu'on arrête de s'indigner. Il faut agir. Il faut agir. Et donc l'indignation, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut agir. Et donc vous entendez, je crois, dans le ton de ma voix que c'est inacceptable. Bien sûr. Et donc c'est vraiment... Ce n'est pas le tout de dire que c'est inacceptable, il faut agir. Donc nous mettons un point d'honneur, ne pas seulement s'indigner, mais agir. Donc je vous ai cité sur les 8 derniers mois, pas moins de 8-9 actions d'importance que nous menons en justice. Et concernant le cas de Youssoufa, nous allons faire le nécessaire pour que toute la lumière soit faite. D'accord, c'est tout à votre honneur. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sur www.radiogalère.org, sur la bande FM 88.4 et le DAB+, canal 8C. Et notre invité, donc, M. Ghislain Vedeux, est le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Ghislain, une dernière question. Vous avez parlé des policiers qui ont attaqué tous ces noirs. Vous avez parlé, on le sait, en France, le racisme, c'est surtout beaucoup blanc contre noir. Mais aujourd'hui, disons les choses, quand on voit ce qui s'est passé à Cergy, une personne qui se dit algérien, qui attaque un noir. Ensemble, on se battait contre les autres. Maintenant, c'est entre nous le racisme. Comment vous vivez cela? Alors, la première chose à dire ici, c'est qu'il faut faire attention aux amalgames. Parce que dans la même semaine, le 20 mai exactement, il y a une femme blanche qui a insulté un monsieur noir avec des propos racistes en lui disant « espèce d'esclave, tu es en retard pour mon repas ». Donc, on n'a pas parlé de l'esclavage entre les blancs et les noirs, etc. Donc il ne faut pas que l'origine de la personne qui agresse devienne une circonstance aggravante. Donc bien effectivement, ce qui s'est passé à Cergy est inacceptable, et donc il y a eu des mobilisations, cette personne a été arrêtée, et en plus c'est une personne qui est récidiviste sur les mêmes propos, elle doit être sanctionnée. Nous devons faire la différence entre ce qui est systémique, c'est-à-dire ce qui impacte tout le monde, et ce qui est
sanctionnables par la loi. Bien sûr que ces propos sont racistes et ils vont être sanctionnés. Mais nous devons faire attention, nous, noirs et arabes, qui vivons aussi en France, à la récupération politique. Parce que vous avez vu que personne n'a parlé de cette femme blanche française qui a insulté sale esclave, apporte-moi mon repas. Aucun média n'en a parlé. Et à Cergy, tous les médias en ont parlé. Pourquoi est-ce que tous les médias en ont parlé? Parce que c'est un monsieur arabe. Donc nous sommes pour que les médias parlent de ce qui s'est passé à Cergy, mais parlent aussi de ce qu'a fait cette femme qui a insulté ce jeune homme, travailleur Uber, qui était dans la Mayenne, du côté de la Sarthe, du côté du Mans. Donc c'est très important. Et il faut aussi rappeler aussi autre chose qui est important, parce que bien sûr que dans ce qui s'est passé à Cergy, il y a deux problèmes. Le premier problème, et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'exploitation des populations, des personnes qui travaillent pour le réseau Uber Eats. Parlons-en. Un employeur a l'obligation de protéger ses salariés. C'est une obligation légale. Est-ce que c'est normal que quelqu'un à 22 heures, qui avec son vélo va livrer des repas, se fasse agresser? Ce n'est pas normal. Et donc, le second problème, ce sont les propos racistes. Donc, il y a l'obligation de la protection de l'employeur envers son salarié. Ça, c'est la première des choses. Et donc, entre vous et moi, puisqu'on se dit les choses, quelles sont les personnes concernées qui travaillent avec les vélos Uber Eats? Eh bien, ce sont les Noirs et les Arabes. Donc déjà, il y a une exploitation de certaines populations issues de l'immigration par ce réseau. Donc à un moment, il faudra en parler. Et bien sûr, il y a ce problème de racisme. Mais simplement, nous devons faire attention à ne pas se laisser instrumentaliser et que cela ne soit pas récupéré, parce que c'est le cas, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Tous les politiques sont montés au créneau, et voilà. Mais nous aussi, nous faisons attention et rappeler que dans les quartiers, les Noirs et les Arabes vivent bien ensemble, mais que cette personne ne représente que lui-même. Il ne représente pas la majorité des organisations noires ou arabes qui ont appelé cette semaine et ont rappelé que cette personne ne les représente pas. Donc nous devons faire attention à ce qu'il n'est pas d'amalgame. Cette personne, ce qu'il a tenu, il ne représente que lui-même. D'ailleurs, il est déjà sous les verrous parce que en 2017 et 2018, il avait déjà tenu les mêmes propos et il était en sursis pour d'autres affaires. Donc voilà, nous ne devons pas faire d'amalgame et nous devons faire très attention. Nous avons un devoir de responsabilité. En tout cas, merci beaucoup pour cette conclusion très importante. Pas d'amalgame, et ça, c'est très, très, très bien. Merci beaucoup, Ghislain. Merci d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu es en visioconférence. Je te laisse continuer ta visioconférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oui, Richard, donc merci vraiment à Ghislain de son témoignage. Et c'est très important, effectivement, donc qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les Arabes, les Noirs, voilà, et un idiot, quelle que soit sa nationalité, reste un idiot, et il ne faut pas partir donc de cette idiotie en faire une généralisation. Voilà. Et puis Richard, avant de continuer à donner la parole donc à tous ceux qui luttent contre cette négrophobie, nous allons tout simplement continuer faire un hommage à la famille d'un de nos chroniqueurs. Voilà, donc vous connaissez tous notre pertinent chroniqueur Medoune Diène, donc du Var. Voilà, et Medoune, nous te présentons toutes nos condoléances. Medoune Diène a perdu sa sœur Aram Diène. Voilà, que Dieu l'accueille au paradis. Et Richard et moi sommes totalement empathiques de ta douleur indescriptible par rapport bien sûr à la perte de ta sœur. Et yal na ko yàlla yërëm te yéexe ñu. Voilà, donc Richard, tu sais, Aram Diène faisait partie de nos auditeurs de l'ombre. Nous avons beaucoup d'auditeurs de l'ombre et croyez-moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu et pourtant, quand j'ai entendu samedi dernier donc son frère Medoune Diène qui nous a parlé donc de sa sœur, donc j'ai voulu tout simplement l'appeler pour s'enquérir donc de sa santé. Et je l'ai eu, nous avons longuement discuté et malheureusement 10 jours après, elle est partie. Voilà, ça aussi, c'est malheureusement la magie de la radio. On a plein d'amis, plein de personnes avec qui on discute. Et puis oui, on ne s'est jamais vu, on ne se voit jamais. Et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et pourtant, elle est tout le temps là, en train donc de nous écouter, en train donc d'attendre les podcasts. Donc Medoune, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko yàlla xaare àjjana, et on te dit
beaucoup de courage. Voilà, nous allons continuer donc l'émission sur cette négrophobie. On a quelqu'un en ligne. Allez, donc on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Donc nous avons Johanna Fidalgo, présidente des Rosa à Marseille. Bonjour Johanna. Bonjour Lamine, bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui à Marseille, je peux le dire aisément, si on connaît ce mot de négrophobie, c'est surtout grâce à toi, en tant que présidente des Rosa, tu fais pratiquement chaque année les assises sur la négrophobie. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression comme tu es en avance en créant ces assises de la négrophobie, parce que quelques années après, le sujet est encore sur la table. Oui, il est encore sur la table et j'ai un petit souvenir de la première fois où on a déposé le dossier à LCN sur le bureau du secrétaire général de la préfecture, qu'il a renvoyé en rigolant en disant « j'apprends un nouveau négrophobie, j'apprends un nouveau mot ». Ce mot, il a fallu l'imposer parce que le racisme anti-noir existe et il fallait lui donner un nom. C'est nous, le collectif des Grazans, on est créé en 2013. La même année, 2012 ou début 2013, ont été créés la BAN, le CRAN, la LDNA. Nous, on s'est créé on crée une association fin 2013. Donc c'est une année charnière pour toutes nos associations parce que ça faisait suite à un roll-ball, à une évolution aussi des militants qui ont eu besoin de s'exprimer face à ce racisme qui a ses spécificités, qui, comme on le voit, même si les gens ne veulent pas le dire, ne veulent pas qu'on parle de notre histoire, comme on le voit dans les insultes qui ont été faites, trouvent quand même leurs origines dans une histoire douloureuse. Bien sûr. Que sont nos traite d'esclaves ou de singes, je pense qu'il y a quand même des répercussions, ce sont les répercussions de la stigmatisation dont sont l'objet depuis le temps de l'esclavage. On ne parle pas de l'esclavage. Quand on nous dit il faut oublier, j'ai envie de dire que vous n'oubliez pas, parce que dans vos études, vous n'oubliez pas. J'en veux pour preuve les insultes qui ont été faites à Madame Taubira, du genre la gueule noire à banane. Oui, qui était alors ministre de la Justice, ministre d'État, c'est pas rien. Ou encore une autre élue, des insultes d'élus, où je préfère la voir dans un arbre qu'au gouvernement. Il y a des choses qui relèvent d'un vieil atavisme. Et ça, on ne peut pas l'occulter dans nos façons de penser. C'est tout. C'est comme dit, je suis tout à fait d'accord avec Gislain. Ce n'est pas une question d'origine. Il ne s'agit pas de blâmer plus les uns que les autres comme le font la presse actuellement parce que ça les arrange. Il ne faut pas d'amalgame. Il y a la question qui se pose, c'est et que l'on pose depuis 2013 tout le réseau des militants contre le racisme anti-noir, contre la négrophobie, c'est quelle est la place des Noirs en France à l'heure actuelle. Il y a eu cette loi européenne, cette préconisation européenne grâce au travail du réseau, à tout le travail qui s'est fait non pas en France, mais au niveau européen sur ces questions depuis 2012 et même avant. Il y a eu cette loi qui a été promulguée, cette préconisation européenne qui a été votée en 2019. Mais moi, je tiens surtout à rappeler que cette préconisation européenne a été adoptée à la majorité des voix, certes, mais la majorité de ceux qui ont voté non étaient les députés français. Ce sont principalement les députés français qui ont voté contre ces préconisations européennes pour lutter contre le racisme anti-noir. Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et donc, et c'est pour ça, je rappelle ça parce que tu as bien dit, que va faire l'État ou que fait l'État. Tout à fait. Il est temps que nous nous réunissions et que nous soutenions afin que justement l'État prenne en compte la notion de racisme anti-noir, de négrophobie. Au niveau international, on parle de ça, Gislain va me le rappeler encore une fois, on parle d'afrophobie. Nous, on tient à ce qu'on parle de négrophobie, parce que négrophobie, c'est une réponse à toutes ces insultes que nous recevons en permanence. Ce racisme, elle a trois formes. Et cette semaine, on a vu les différentes formes de ce racisme, cette négrophobie. Moi, je parle de ségrégation, on parlait de lynchage mental ou psychique, parce que de dire un jeune clou, vous ne pouvez pas louer là, vous ne pouvez pas habiter là parce que vous êtes noir, c'est une forme de lynchage. De dire je ne peux pas, non seulement je ne veux pas vous louer, vous n'avez pas le droit d'accéder à ce luxe parce que vous êtes noir, et en plus je garde votre argent, c'est-à-dire que je suis assurée de l'impunité des pouvoirs publics et des institutions, je suis assurée de l'impunité, je dis bien, parce que je me permets de le faire et de le faire en haute voix et de le clamer. Donc là, c'est une forme de lynchage mental parce qu'on se sent seul,
face à notre agresseur, mais aussi face aux institutions qui ne nous protègent pas. Mais justement, par rapport à ce lynchage, comme justement ce couple de Airbnb, c'est que quelque part, l'État peut-être n'a pas envie de bouger. En tout cas, quand je dis l'État, c'est vraiment la justice qui a quand même tous les éléments qu'il faut pour condamner comme il faut ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord. Parce que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, on a vu sur les réseaux sociaux aussi ce couple qui est arrivé dans une ville et qui avait payé donc et qui n'avait pas pu accéder à la chambre. Quand la personne qui avait les clés les a vus, leur a dit « je ne peux pas vous donner les clés parce que vous êtes noir et que le propriétaire ne veut pas ». Donc ils ont dû errer avec leurs valises dans la rue de la ville où ils étaient pour trouver une chambre d'hôtel. Donc même en ayant payé, etc., on n'est pas sûr. On ne peut pas prendre des vacances. On ne peut pas se permettre, même notre argent, ils n'en veulent pas parce que c'est quelque part, on leur donne notre argent. Mais c'est vrai qu'il existe aussi un cadre législatif qu'il faut saisir. Mais aussi, je suis tout à fait d'accord avec Gislain, il faut saisir Uber, il faut saisir Airbnb qui doivent agir à leur niveau. Mais si la réponse institutionnelle n'est pas dissuasive, ça continuera encore et encore. Je reviens sur le terme de lynchage, c'est le lynchage mental ou psychique qu'on subit tous les jours, on le subit quand même, cette dégrégation, ces insultes, ces racismes, ces non-dits, etc., on les subit. Il y a une autre forme de lynchage, c'est le lynchage somatique, celui du corps, par référence au corps. Le corps est esclavisé et ça autorise presque un déchaînement de violence. Un déchaînement de violence que ce soit verbal, comme on l'a vu avec ce jeune homme à Cergy, ou à Laval, ou en Mayenne. C'est le fait de petites bourgeoises franchouillardes d'une racaille, c'est pareil. C'est le même lynchage, on vous insulte, on vous agresse, parce que quelque part, on se sent permis de le faire. On se sent impuni. Et la référence aussi, la troisième forme de lynchage qu'on a vu cette semaine, c'est le lynchage avec mise à mort, comme aux États-Unis du temps de la ségrégation. Alors de la ségrégation, les victimes de lynchage, c'est pas majoritairement noires, hein, ils étaient condamnés sans procès pour des crimes allant du meurtre et du viol peut-être, mais aussi jusqu'au simple fait de ne pas laisser passer un blanc sur le trottoir. Bien sûr. On pouvait vous pendre, vous mutiler, vous tirer dessus, vous brûler, et j'en passe. Et vous pouviez, pour ces simples raisons-là, on pouvait. Aujourd'hui, la lynchage avec Mésanor, on voit ce qui s'est passé dans le cadre du travail, parce que Youssoufa, c'est de récupérer, c'est aussi un vendeur d'Uber. Hein. Il essayait de récupérer son outil de travail, c'est-à-dire son vélo, et s'est fait agresser par 3 personnes. Non seulement ces 5 personnes l'ont agressé, l'ont tué, l'ont lynché donc, mais en plus le premier jour où un hommage lui a été rendu, d'autres personnes de la même communauté que les coupables, les Arméniens, il faut les citer. Arméniens, oui. D'autres personnes de cette communauté sont venues perturber la cérémonie. Donc ça veut dire que non seulement le film a été vu, etc., digéré, etc., ils sont venus en plus perturber la cérémonie, parce que leur communauté a été ciblée. Mais enfin, je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas non plus dire n'importe quoi. Bon. Voilà, c'est un fait. Le fait est qu'ils sont venus et qu'ils ont perturbé la cérémonie. Le fait est que ce garçon a été lynché. Et l'autre forme de lynchage aussi, parce que depuis le 14 mai, on les cumule, hein, c'est un rappel peut-être. Le 3 juin dernier, il y avait quand même aussi, et il faut le rappeler, le procès de ces policiers de la sécurité publique, je ne sais plus, qui eux ont tout simplement ont été attrapés sur le fait. Enfin, ils ont enregistré leur conversation dans laquelle ils disaient que c'était très agréable de taper sur des noirs. De lyncher du noir, c'est bref. En tout cas... Le terme exact, c'est pas ça. Mais tous ces exemples-là montrent les différentes formes de lynchage qu'on subit en permanence. Et moi, la question que je pose aujourd'hui, quand l'État va-t-il réagir pour lutter contre ce lynchage dont les Noirs sont victimes en permanence dans cette société? D'abord accepter le fait, déjà reconnaître le fait que la négrophobie est un véritable crime, et donc il faut en parler, il faut utiliser ce terme. Il fait mal, il est dur, mais il faut l'utiliser ce terme. Et l'État n'est pas prêt de l'utiliser. Essayez de déposer un dossier à la DILCRA, je peux vous assurer que la DILCRA ne financera jamais une action portant le mot de négrophobie. Hein. Nous, on maintient le cap, on le dépose chaque année, tout en sachant qu'on ne sera pas financé. C'est une jauge, on sera le jour où ils prêteront attention à notre dossier. Ce sera qu'ils auraient déjà intégré le mot, que le terme négrophobie existe et que la négrophobie, en tant que le racisme a un nom
et qu'il faut agir contre. Et on pourra agir que quand on acceptera de nommer un chat un chat. Tout à fait. Merci On ne peut pas beaucoup. parler de racisme, mais il faut à un moment donné agir et il faut agir. Merci beaucoup, Johanna Fidalgo, présidente, donc fondatrice de l'association des Rosas. J'ai peut-être une information à dire. Oui, allez-y. Dans les actes, dans l'action, ce qu'on fait, on a mis en place, on ouvre cette semaine, le 15 juin justement, une permanence au 51 rue des Dominicaines. Leur permanence se tiendra toute la semaine sur les... c'est dans quel arrondissement? Le premier, le premier arrondissement. Oui. Le premier arrondissement, c'est pour permettre aux personnes d'y accéder. Elle aura lieu toute la semaine, mais le vendredi spécifiquement, il y aura une permanence sur ces questions de négrophobie, de plainte, parce qu'il faut le comptabiliser, il faut pouvoir... Parce que moi, je me suis retrouvée face à un défenseur des droits, un délégué du défenseur des droits un jour qui m'a dit, mais ça n'existe pas parce qu'on n'a pas enregistré de plainte. Donc moi, je dis aux gens, portez plainte, interpellez les défenseurs de droits, c'est parce que ce sont les chiffres qui permettent aux institutions de mesurer l'ampleur du problème. D'accord. Bon. En tout cas, merci beaucoup, bonne continuation et bon combat, Johanna. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Johanna Fidalgo, merci beaucoup. Voilà, et puis d'ailleurs j'en profite parce que Richard, on est aussi écouté par des Arméniens. Voilà, donc Hervé, je pense à toi. Donc n'oublie même d'ailleurs celui qu'on remplace ici, c'est aussi un Arménien. Voilà, avec qui on s'entend. Enfin, on le remplace pas, il est juste avant nous, Sebou. Il a pris un peu de vacances, je crois, depuis quelques semaines. Oui, il a pris des vacances. Lui. Il reviendra bientôt. C'est vrai, on ne le remplace pas, on vient après lui. C'est bien, Richard, toi, je t'ai dit qu'en ce moment, tu me surveilles beaucoup. Oui, voilà. Donc, nous allons, voilà, comme je vous l'ai dit au début, avant de continuer sur cette négrophobie, c'est vrai, il doit halluciner parce que, je le dis, j'ai un blanc sur le plateau, voilà, un jeune, il est de couleur blanche, donc voilà, et il m'a demandé, donc Gaëtan, il s'appelle Gaëtan, il m'a demandé de venir voir comment ça se passe parce que voilà, notre émission l'intéresse, donc voilà, ça fait plaisir. Mais Richard, il doit tomber des nues, il arrive et il n'entend parler que de problèmes contre les Noirs. À mon avis, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense qu'il est bien ancré au sein de la communauté africaine, la communauté black. Je crois qu'il connaît bien la communauté. Ah, il connaît bien. Je pense qu'il connaît aussi les problèmes. Je ne veux pas parler à sa place, mais on le laisse nous dire. Comme dit notre grand Momodou, quand une chèvre est présente, il est ridicule de bêler à sa place. Tout à fait. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Voilà, ça fait plaisir. Bon, tu peux enlever ton masque quand même, tu es seul là-bas, il n'y a personne. Voilà, au moins que je découvre ton visage. Oui, très bien. Voilà, ben écoute, ça nous fait plaisir déjà que tu sois avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, quelles sont tes premières impressions sur tout ce que tu as entendu? Oui, ben, mes premières impressions, ben, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de discrimination. Et déjà, ben, moi, en fait, je rejoins un peu votre sujet parce que je suis bénévole en radio. Avant, pour l'émission, on était à Agora Côte d'Azur. Et malheureusement, le président a tout arrêté du jour au lendemain. Il y avait beaucoup d'animateurs noirs et il a viré déjà tous ceux qui étaient animateurs noirs. Et j'étais avec un des animateurs, Basile Gangué-Bélé, et on a été viré comme ça, juste par un coup de téléphone. D'accord. Oui, donc ça, je trouve que c'est honteux de faire ça et de pas faire une réunion, au moins de ne pas expliquer les choses. Ils nous ont juste dit l'émission s'arrête. En tout cas, et en plus, donc, vous habitez pas à Marseille? Non, j'habite à Grasse. Vous habitez à Grasse? Oui, c'est ça. Écoutez, nous sommes d'autant plus fiers vraiment de vous voir venir de loin. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez justement de cette vie que les Noirs aujourd'hui, parce que c'est vrai, comme je dis, quand on est noir, on a un problème pour avoir un appartement. Quand on est noir, on a un problème pour avoir du boulot. Quand on est noir, on se fait facilement insulter par certains. Quand on est noir, on se fait même tuer. Et Richard me disait que vous connaissez bien la communauté, vous êtes bien intégré. Vous, en tant que blanc, parmi les noirs, comment vous les vivez? Oui, ben moi je vis ça très mal. Je trouve que c'est pas bien du tout ce qui se passe et qu'il faudrait qu'il y ait qu'il y ait plus de justice pour ça, que ce soit... D'accord. Mais déjà, moi aussi, des fois, je suis victime de discrimination parce que je suis autiste Asperger et... Voilà. Donc finalement, la discrimination pratiquement n'a pas de couleur.
Oui. Et peut-être certaines couleurs en souffrent beaucoup plus que d'autres. Oui, c'est ça. Il y en a qui en souffrent beaucoup plus que d'autres. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau du gouvernement, un peu plus. Oui. Voilà, en tout cas, certainement, on vous reprendra en fin d'émission. Donc, Oui. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Et puis, n'hésitez pas. Donc, profitez. Richard est là, c'est le super technicien. C'est ça, oui. C'est Posez-lui un super toutes les bon technicien, oui. Ah ben voilà. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Moi, je suis là que pour parler. Oui. Donc, tout ce qui est radio, c'est lui. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, on y reviendra d'ici la fin de l'émission. Richard, donc, dans 5 minutes, donc, on va continuer, peut-être faire une petite pause musicale. Mais avant cela, je rappelle qu'aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'une de mes tatas. Donc, Mère Mama Diallo, l'épouse de tonton Bassirou Diallo. Mère Mama Diallo, ñu ngi lay naan vraiment très joyeux anniversaire. Yal na la yàlla defal lépp loo bëgg a may la gudd fan ak wér. Vraiment, donc, tout ce que tu aspires rek, yal na ci yàlla def ndox mu sedd guy. Voilà, et donc, comme on dit joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, Richard, on va lui mettre une dédicace donc, pour Mère Mama Diallo. Et après, on revient pour continuer sur la négrophobie. N'hésitez pas, si vous voulez participer, donc, de nous appeler au 04 91 08 28 10. Maman est fatiguée, mais quand c'est pour sa famille, elle fait que s'appliquer. Nous on a grandi et elle fait comme si on venait tous de naître et c'est comme ça. Y a-t-il un mot plus fort que merci? Merci. Je crois que c'est à mon tour de la bercer. Y a que pour elle que mon cœur ne s'est pas endurci. L'histoire, si je pouvais, je l'aurais inversé. Je suis personne, elle a fait de moi quelqu'un. Si mon heure sonne, je serai de nouveau personne. Néné, repose-toi, je vais gérer, pose tout, pose-toi. Golle no sati eleki ala, si on auni, koenen tung e ala. Ah no musi, nene no puti, wale janjaja de fei fouti. Aduna ko tampere, obligé de tempérer, se débrouiller, surtout quand tu vis pas loin de Yemberen. Que Dieu te garde le plus longtemps possible. Je vais tout faire pour que tu sois fier de ton fils. Harry comme il paye con, ça c'est du passé. Aujourd'hui je paye tout fier. Yolé, Adkem Wallaon. Je me souviens tu m'avais dit qu'un jour ça sera moi le daron. Je ne fais que m'inspirer de ta vie. Prends ma femme, fais-en ta fille. Algan Anoka quoi et démon. Parfois je cherche ailleurs mais c'est le démon. Mon combat ko waki la gol. Mon combat ko waki la gol. Nene wo ko waki la gol. Ko ayette dialogue mon fils faut pas que tu t'affoles. Néné, un sourire, un souvenir, un soupir, te soutenir jusqu'au bout. Néné, je te dois beaucoup. Merci beaucoup Richard pour cette dédicace pour Mère Mama Diallo pour son anniversaire. Bien sûr, manqué associé tonton donc Bassirou Diallo, hein, le groupe du football donc Aldo le grand Étienne. Voilà, et puis Khamnani, pourquoi pas, on regardera le match ensemble ce soir pour Sénégal-Zambie. Voilà, donc Richard, nous continuons dans cet élan donc de lutte contre cette négrophobie. Et maintenant, nous allons, j'espère qu'il est en ligne, donner la parole à Franco, qui est le porte-parole de la BAN. La BAN, c'est la Brigade Anti-Négrophobie. Allô, allô? Allô, oui. Oui, ça va? bonjour Franco, ça va?
Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ben, ça va, tranquille. Bon, Ouais. bon, on peut se tutoyer hein, pour que ça fasse plus simple à la radio. Hein. Ouais, ok, on peut se tutoyer, y a pas de souci. Bon, voilà, donc vous êtes le porte-parole de la BAN, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, la BAN est confrontée à cette vague de négrophobie qu'on a vue cette semaine avec ces insultes racistes, avec l'assassinat de Youssoufa. Mais il y a eu bien d'autres cas bien avant. Que pensez-vous de tout cela, vous le porte-parole de cette brigade anti-négrophobie? Oui, alors je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, cette forme de négrophobie n'est pas nouvelle. Ceci étant, il faut bien la mettre dans son contexte et pas faire porter des charges trop lourdes pour les épaules des gens qui ne méritent pas de les porter. Donc ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, Youssoufa, il n'y a rien qui, pour nous, à l'heure actuelle, atteste que c'est un crime négrophobe. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments factuels qui dit qu'il a été insulté de sale nègre ou quoi que ce soit. Même s'il y a de fortes présomptions, on ne peut pas, à l'heure actuelle, relier ça à un crime négrophobe, contrairement aux insultes qui ont été clairement caractérisées. Oui, mais moi j'ai entendu en tout cas la femme française, enfin en tout cas blanche de Youssoufa témoigner en parlant donc de mots racistes envers son mari. Hein. D'accord, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de problème qu'elle témoigne. Et je ne suis pas là pour m'opposer à la femme de Youssoufa. La question, c'est est-ce qu'elle était là au moment d'eux. Mon but, c'est pas d'épargner qui que ce soit. C'est de dire qu'on ne peut pas prendre des raccourcis si on n'a pas des preuves formelles. Donc, que le crime soit ignoble et barbare, ça, c'est incontestable. À savoir, est-ce qu'il a été motivé sur des critères négrophobes? À l'heure actuelle, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de l'attester. Les médias sont en train de dire qu'a priori, il n'y aurait rien à voir avec le racisme. Ça ne veut pas dire que je crois les médias. Je dis que sur cette question, je reste prudent. Ceci étant, ça n'empêche pas de soulever la question d'une négrophobie qui fait que la vie des Noirs reste minorisée et pour les gens ne compte pas d'une manière générale, que ce soit ici ou ailleurs, partout dans le monde, à des niveaux différents, mais ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a la négrophobie qui s'est passée à Cergy, c'est-à-dire cette personne qui a insulté les Noirs et toute la communauté noire devant un restaurant à Cergy. Et là, c'est une négrophobie attestée qui n'a pas causé de mort, mais qui, effectivement, qui a pignon sur rue parfois. Mais il faut rappeler que cette négrophobie, parce que c'est là où il faut que les gens soient politisés, elle n'empêche pas les Noirs d'accéder au logement, elle n'empêche pas les Noirs d'accéder au monde de l'emploi, elle n'empêche pas les Noirs d'accéder à une justice équitable. C'est la négrophobie d'État qui permet de faire cela. La négrophobie de l'État français qui permet de faire cela. Donc notre but, ce n'est pas de minimiser cette négrophobie, mais qu'on fasse attention. La négrophobie qui pollue nos vies et l'empoisonne tous les jours, c'est la négrophobie systémique. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, je suis prêt à répondre. Mais j'ai comme l'impression, parce que j'ai eu aussi le président du CRAN, hein, donc le conseil représentatif des associations noires, que vous aussi, de la BAN, Brigade Anti-Négrophobie, vous marchez comme sur des braises. Non, c'est une impression que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de gens qui veulent faire comme si la négrophobie, on va la nommer comme elle est, des Arabes, c'est la même chose que la négrophobie d'État. Je vous répète, les Arabes ne colonisent pas. Je ne parle pas de l'épisode de la Mauritanie, où là, il y a un esclavage qui est purement un esclavage négrier. Donc ça, je ne parle pas de ça. Je parle ceux qui colonisent, ceux qui ont colonisé l'Afrique et tout ce qui s'ensuit, là, à l'heure actuelle, et qui continuent avec une forme de néocolonisation, ce sont bien les Occidentaux, ou plus exactement les Européens. Maintenant, je veux dire, c'est comme quand c'est-à-dire on peut tout mettre au même niveau. Le but, c'est pas de dire que la négrophobie des Arabes n'est pas grave. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On dit que les conséquences en France ne sont pas les mêmes. La personne, quand elle a dit que les Noirs ont été vendus pendant 800 ans, ça n'empêche pas les Noirs de trouver du travail dans ce pays. Par contre, il y a une négrophobie en France qui ne nous traite pas de sales nègres et qui, elle, nous empêche de trouver du travail, nous empêche d'accéder au logement et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a une certaine, vous voulez dire qu'il y a une certaine hiérarchisation sur la négrophobie? Hein? Oui. Oui, je dis qu'il y a... J'appellerais pas ça une hiérarchisation, mais je dis que la négrophobie systémique est moins spectaculaire. Elle peut même vous dire « je t'aime ». Hein. Regardez, vous êtes dans le pays des droits de l'homme, mais pourtant, ceux qu'ils appellent les immigrés sont très maltraités. Souvent, alors que c'est la conséquence de la colonisation. Et jamais on vous traitera officiellement de sale nègre. Mais la manière dont on vous fait vivre dans des conditions
terrible, etc., etc. Je veux dire, il n'y a pas, y a pas besoin de vous traiter de sale nègre pour qu'il y ait des conséquences cataclysmiques. Et ce que je veux vous dire, c'est pas qu'il y a une négrophobie moins grave que l'autre. Je dis que les deux sont graves dans leur intention, mais que l'une a un impact considérable sur nos vies et l'autre a un impact plus individuel sur nos vies. Et c'est là où il faut qu'on sache faire la différence. C'est pas le fait de dire « attention, la négrophobie des Arabes n'est pas grave ». Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que politiquement, il faut qu'on sache comprendre que même si une négrophobie ne nous traite pas directement de sale nègre, elle est peut-être plus dangereuse que celle qui nous traite de sale nègre. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord, on a bien compris la nuance, Franco. En tout cas, merci vous aussi d'avoir accepté notre invitation malgré donc ces difficultés d'être à l'antenne. En tout cas, merci vraiment aussi pour vos éclairages. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc, Richard, c'est vrai que c'est aussi très important, donc, cette nuance qu'il a, en tout cas, voulu essayer, sans pour autant, bien sûr, minimiser ce qui s'est passé, notamment à Cergy. Voilà, donc, en tout cas, nous espérons vraiment que ces choses-là vont radicalement arrêter. Donc, je reviens un tout petit peu, Richard, donc à l'antenne pour donner la parole un peu à Gaëtan, voilà, et dire à Gaëtan, donc c'est là, voilà, donc dire à Gaëtan, oui Gaëtan, donc qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pousse à aimer la radio? Ce qui me pousse à aimer la radio, justement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnes aussi à découvrir dans ce métier. Et vraiment, ce qui me plaît aussi, c'est le côté technique, réalisation. Moi, je m'occupe beaucoup du montage, en fait. D'accord. Oui, et je m'occupe aussi du management de l'émission EBN Show, qui a lieu sur NSD Radio et Radio Éthique. Ok, j'ai comme l'impression que vous avez déjà fait beaucoup de radio, non? Oui, j'ai déjà fait, j'ai fait 2 ans de réalisation technique à Agora Côte d'Azur. Donc là, je suis à NSD Radio et Radio Éthique. J'ai fait aussi beaucoup de visites dans des stations locales, nationales aussi. J'ai été aussi beaucoup dans le Var, à Radio Maria France. Je fais énormément de radio et... Oui, j'aime bien, je découvre beaucoup de personnes très intéressantes, oui. Et aujourd'hui, vous êtes à Marseille, dans l'émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galéa. Oui. L'objectif, c'est aller jusqu'où? Oui, l'objectif, je ne sais pas, plus tard travailler dans la radio, oui, mais dans quel poste exactement, je ne sais pas encore exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore la radio, oui. Et du coup, pour l'émission pour laquelle je travaille, BN Show, donc c'est présenté par Itel Basile Gangué et Bélé, et c'est le président du Festival international du film panafricain qui a lieu chaque année à Cannes. Cette année, ça aura lieu en octobre. D'accord. Oui. Bon, en tout cas, je suis très engagé pour ce festival aussi. Ce que je vois, oui. C'est un beau projet. On vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas, en tout cas, si vous pouvez prendre le maximum d'expérience ici pour, pourquoi pas, créer votre propre radio dans le futur. Oui, ça, ce serait bien, oui. Bon, voilà, merci Gaëtan. Merci. Donc, Richard, on revient à l'antenne pour continuer sur ce thème de la négrophobie. Donc, après le cran, les rosas, après la banne, nous allons retrouver donc Jo du collectif Le Réseau des femmes afro-descendants. Bonjour Jo. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bon, ça va. En tout cas, merci d'avoir donc accepté de venir nous parler de ce qui se passe actuellement comme sujet, en tout cas d'actualité en France. Voilà, donc au sein justement de votre collectif, quelles sont pour vous les actions qu'il faudrait peut-être mettre en place pour qu'il n'y ait plus de tels propos ou de tels comportements face aux Noirs? Alors moi déjà, j'aimerais refaire, merci de m'avoir invité, j'aimerais refaire un point sur la négrophobie. Je pense que vous en avez parlé avec les différentes associations. Donc la négrophobie, c'est toutes les actions, la haine dirigée contre les personnes identifiées comme noires. Et c'est une négrophobie malheureusement qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'elle est médiatisée. Elle était déjà présente, elle est juste beaucoup plus médiatisée via les réseaux sociaux.
Et cette négrophobie, elle est due à des individus, on va dire, des individus civils, comme elle peut être vue aussi malheureusement dans la police. Et je voulais revenir aussi sur le cas de Marine Diaye à Mulhouse le 20 mars 2020. C'était une aide-soignante qui avait été violentée par la police. C'est des cas qu'on n'a pas beaucoup parlé, pourtant, qui sont quand même symptomatiques de ce mal que l'on peut voir, la négrophobie. Alors moi, je pense déjà qu'il y a toutes les actions qu'on peut faire, c'est-à-dire manifester, voilà, d'être vu, se rendre visible pour lutter contre la négrophobie. Il y a aussi des actions qui sont d'ordre privé, sur l'individu. Bougez pas trop, on vous entend plus presque. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, oui. Alors j'essaie de pas trop bouger. Oui. On peut agir au niveau de l'individu, notamment en prévention au niveau des écoles. Sur les enfants, notamment, je repense à certains livres qui ont été écrits par Lilian Thuram, donc qui évoquent cette question du racisme. On peut mettre en place différents ateliers, on peut en parler dans les médias, donc ça c'est plus la prévention au niveau de l'individu. Mais il serait bon aussi que les législateurs prennent en compte justement ce problème et que dans la loi, on puisse qualifier clairement ce qu'est la négrophobie, parce que ça reste assez flou, ça reste encore au bon vouloir du législateur de qualifier ou non le crime en acte négrophobe. Là, on le voit dans l'histoire de Youssoufa de Saint-Étienne, que les auteurs de ce qui est qualifié comme une bagarre, en fait, c'est qualifié comme une bagarre alors que c'est un crime, ont été relâchés et que les législateurs ne qualifient pas ce crime de négrophobie. Or, aux yeux de toutes les personnes qui sont habituées à étudier ces phénomènes négrophobes, c'est bien de la négrophobie. Donc il y a une difficulté au niveau de la législation, au niveau des lois, de qualifier même ces actes comme étant négrophobe, comme étant raciste, puisque le terme négrophobe n'existe pas en lui-même dans la loi, mais le terme racisme. Mais il serait temps justement d'agir sur tout ce qui est loi et législation. Mais justement, vous pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a un échec total? Vous parlez des législateurs, donc de ces lois. Il y a toutes ces associations quand même anti-négrophobie. Et pourtant, on a l'impression que la négrophobie a encore de grands pas devant elle. Oui. Parce que dans le système français, on est dans un universalisme où déjà on va essayer de ne pas voir la notion de race, la notion d'ethnie. D'ailleurs, la notion de race a été enlevée de la Constitution, mais on peut toujours enlever les mots, on n'enlève pas les problèmes. Il y a une difficulté, contrairement... Alors, je mets des pincettes, mais contrairement aux États-Unis, où on va parler de race, de noir assez facilement, en France, il est déjà difficile rien que d'évoquer le terme noir. Le terme noir est déjà problématique. Alors forcément, les problèmes qui en découlent, le racisme et la négrophobie, seront encore beaucoup plus difficiles à caractériser. Et quand on ne peut déjà pas nommer un individu comme étant noir, il est difficile de nommer les problèmes de cet individu noir. Et donc évidemment, oui, il y a un échec parce qu'il faut déjà reconnaître dans la société cette intersectionnalité, c'est-à-dire que nous sommes tous des citoyens de la République, mais que chaque citoyen, chaque groupe de citoyens vit des problématiques spécifiques et en particulier les individus qualifiés de noirs. D'accord. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est prévu pour rendre hommage à, en tout cas, ces personnes qui souffrent de la couleur de leur peau ou... Oui, c'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, donc c'est pas loin de Lyon, l'ERFA est basé à Lyon, mais à Saint-Étienne, c'est-à-dire là où s'est passé le crime négrophobe contre Youssoufa, il y a une manifestation qui a lieu aujourd'hui. Et donc, déjà, on peut remercier ceux qui ont organisé cette manifestation. Et on peut, j'espère, que l'on reviendra sur cette aberration qui est de ne pas qualifier ce crime comme étant un crime négrophobe, mais de l'attribuer à de la simple violence urbaine ou violence entre communautés ou violence de rue, alors qu'il s'agit bel et bien d'un acte négrophobe. Il s'agit quand même d'un homme noir face à plusieurs hommes blancs qui le tuent. Voilà.
Donc c'est quand même comme ça qu'il faut qualifier les choses et on peut s'étonner qu'elles ne soient pas qualifiées dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup Jo, vraiment pour donc la pertinence de vos propos et on vous souhaite tout simplement une bonne continuation et que le combat continue. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Richard, voilà grosso modo tout ce que donc nous pourrions en tout cas dire sur cette semaine assez agitée. Donc on va peut-être mettre un tout petit peu de musique avant de revenir pour finir avec Gaëtan sur l'émission. 04 91 08 28 10. Ngor amul njëg bul ko jaay góore ba xëy dee bul ko bay di dundul ak doonul amul njëriñ nanga ko bay jaru ko waay fexeel nanga ko bay 2 ans yaa ngi koy topp xale bi nee na bëggu la def nga lu ne wax nga lu ne moom nobu la lekkatoo te nelawatoo dem nga bay xalaat ne faw nga jug sëriñ tu ko mani la bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd jaru ko bàyyi mu sedd ñeme sañse téléphone bu gën nga am ko yow rek ci xale cheveux bu cher nga sol ko ndekete yoo yoroo dangay àbb yoroo ñoo di boss di jaay lu amul ñëpp xam ni yoroo kon bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd yoroo kon bàyyi mu sedd ngor amul njëg bul ko jaay góore ba xëy tee bul ko baay di dundul ak doonul amul njëriñ nanga ko baay jaru ko waay fexeel nanga ko baay Allez Richard, donc on va s'envoler au Sénégal et, pour donner la parole à une personne. Je crois que c'est son épouse qui a appelé dimanche dernier et son épouse est une Française. Voilà, et c'est lui qui a, je crois, toutes les difficultés du monde pour venir en Europe. Allô, allô? Allô, waaw, grand. Waaw, kokal la sëñ Baraka. Waaw, mala Baraka, waaw. Naka mu tranquille. Oui, sant yàlla bu baax a baax, alhamdulillah. Wow, donc je crois que soxna si lañ jot samedi dernier, donc votre femme qui est ici en France, donc une Française, et vous êtes au Sénégal, bloqué là-bas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire donc par rapport à toutes ces difficultés? Bu la neexee mën nga wax olof aussi, hein? Oui, en tout cas, c'est une situation qui nous prend en cœur. Parce que vraiment, la vie, je crois que Dieu nous a créés, nous tous, pour qu'on vive en harmonie, en réunion et en communauté, quoi. On ne peut pas se haïr à cause seulement que on a de différentes couleurs, quoi. Je crois que la vie, ce n'est pas ça, quoi. Et je crois qu'il y a aussi une problème qui a causé ça, c'est que je parle pas aux citoyens européens, quoi. Je parle juste aux dirigeants européens. Parce que c'est eux qui peuvent vraiment mettre des lois sur le racisme, hein, et vraiment contrecarrer ces idées et ces comportements, quoi. Vous pensez que les dirigeants ici ne font pas le nécessaire pour justement protéger la vie des Noirs?
si ils ne font pas le nécessaire, parce qu'il devrait avoir des lois sur le racisme, sur le. En tout cas, ils n'ont rien fait, quoi. Je peux dire qu'ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait, quoi. D'accord. Et c'est juste très mal, c'est très mal, quoi. Bon. De voir un frère bastonné, frappé jusqu'à perdre sa vie. Vraiment, 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 c'est ignoble, quoi. C'est ignoble, quoi. Tout à fait. Ça doit arrêter, quoi. Ça, c'est ça sûr. doit arrêter. Ça, c'est sûr. léegi ci beneen côté bi yow da ngay déposer ay visa ba sonn gars yi di la bloqué pour nga ñëw rejoindre sa jabar. Oui, sonn nañ ci ça fait presque un an mënu ma bouger mënu ma génn mënu ma def dara benn papier hébergement bi sa gars yi dañ ñu siy sonal presque ça fait 6 mois wala 8 mois mënuñu see jot métti na quoi. te pourtant yow joxe nga këyit yi nga war a joxe yëpp pour ñëw. waaw Eva moom dajale na këyit yi mu soxla yëpp mais daal xamuñu daal lan moo xew quoi. mais Eva nag na dem jéem a jël rendez-vous foofu dem xool ak toog ay mbokk tubaabam ñu jéem a xool lu xew parce que quand même jëkkër ak jabar war nañu mën a gisante donc di dem ak di dellu si. si loolu mooy yoon parce que tamit am na rendez-vous sax le 9 fële ne la ci mairie Marseille bi noonu le grand mairie noonu Marseille. waaw war na fa dem pour affaire këyit yi. mais date boobu la ñu xaar pour xam nga. si bi nan lay demee daal mais am nañ ci tuuti yaakaar tamit. bon écoute en tout cas ñu ngi ci jàpp yàlla na la yàlla dimbali ba nga am visa bi nga xam ne bés boo ñëwee di nga ñëw jàkkaarloog ñun toog fii ci plateau bi ñu waxtaan. amiin grand frère amiin. allez jaajëf waay ñu ñëwaat dëkk ba yëpp. oui merci beaucoup grand kontaan naa trop nag. y a pas de souci on est ensemble. merci beaucoup merci. jaajëf merci. merci. Voilà, donc merci beaucoup. Donc Richard, oui, donc on part de partout. Hein, donc comme me disait l'autre jour un ami, je l'ai souvent dit, il a dit ton émission c'est une émission à problème. J'ai dit, ben écoutez, c'est Radio Galère. Pour tous ceux qui galèrent, ben écoutez, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Si on peut en tout cas faire quelque chose pour que la galère disparaisse ou que la galère soit moindre, ben écoutez, on essaie, voilà, même si c'est avec 1%. Oui, Richard, donc c'est pratiquement la fin de l'émission. Oui, tout à fait, c'est déjà midi 25. Midi 25, ben écoute, on va donner, je crois que j'ai reçu un message, oui, de Johanna Fidalgo, qui nous dit qu'à Marseille, le 27 novembre, il y aura les 8e assises de lutte contre la négrophobie. Bien sûr, avec la présence de la brigade anti-négrophobie, avec la présence du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, avec aussi la IRFA, je ne sais pas ce que ça... Non, la RFA, voilà, donc je crois que c'est le réseau des femmes afrodescendantes, voilà. Donc, écoutez, donc rendez-vous le 27 novembre à Marseille. On a juste un dernier appel, Lamine. Voilà. Bon, donc ce sera le dernier des derniers. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, Djedja. Bonjour Djedja, comment va? Ça va bien, merci. Et vous? Ben, ça va, tranquille. Ouais, désolé d'appeler. Il n'y a pas de problème. Voilà, bon, c'était juste pour apporter une contribution parce que il y a un monsieur qui a parlé du racisme, en tout cas, qui est dans le gouvernement, parmi les dirigeants et qui font des lois. Moi, je pense qu'il a parfaitement raison. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Il a parfaitement raison parce que c'est un racisme qui est très sournois. Et alors que ça fait plein de dégâts. C'est le cas de ce monsieur-là qui veut venir rejoindre sa femme et qui ne peut pas. Et il y en a des milliers et des milliers comme ça. Donc je pense que la lutte, c'est sur tous les fronts. Et puis, Lamine, il faut que nos enfants s'impliquent dans la vie politique en France. Il faut qu'ils s'impliquent, il faut que les enfants aillent voter, il faut que les enfants s'intéressent à la politique. Parce que je pense que le plus grand problème, c'est les politiciens qui font des lois, qui bloquent en tout cas la liberté des Noirs et des autres qui veulent circuler dans la liberté et venir vivre en France ou bien ne pas y aller en tout cas facilement. Je pense que ça, c'est le plus grave, c'est ça. On ne s'en rend pas compte au fur et à mesure que les années passent. Les choses se compliquent et ça ne va pas
ça va pas en reculant parce que imaginez que Marine Le Pen soit la présidente. J'étais en train de penser à ça d'ailleurs pendant que tu parlais. Et ben voilà, ce sera pire encore. Donc ce sera pire et vraiment il faut que les gens soient conscients de ça parce que ça c'est pire que de tuer quelqu'un. C'est vrai que la vie humaine elle est importante, je minimise pas ça, mais je veux dire qu'il tue les gens sans les tuer, quoi. Ça veut dire qu'il les bloque, il leur interdit de faire, donc de jouir de leurs droits, des trucs comme ça, et ça c'est très important. Effectivement, vous êtes dans le même courant de pensée que Franco, c'est lui qui disait ça. Voilà, c'est Franco, voilà, il a parfaitement raison, parce que ça c'est à grande échelle, voilà, donc et que ça touche beaucoup de monde, et ça devient de plus en plus compliqué maintenant de venir en France, de rejoindre son époux, son épouse, des trucs comme ça, donc de faire venir les enfants, tout ça là, donc tout ça devient compliqué. Et que ça vraiment, il faut que nos enfants, nous on s'implique à la politique française et qu'on essaie d'être parmi les en tout cas les assemblées qui prennent les décisions, des trucs comme ça pour lutter contre ça en profondeur. Voilà, en tout cas, merci pour ta contribution qui me sert de belle transition d'ailleurs pour voilà, ce que je vais annoncer. Merci Djedia. Bonne journée, bien des choses à Richard et à tout le monde. Merci Djedia, donc qui me sert de transition parce que samedi prochain, la politique sera de retour sur les antennes. Donc, et j'aurai Richard comme invité, Nassera Ben Marnia qui se présente aussi dans le 2-3. Voilà, pour parler de politique. Voilà, donc comme je disais à Etienne et les autres, tous les candidats sont les bienvenus sur cette antenne. Voilà, j'ai reçu Martin Carvalho, je vais recevoir Nassera Ben Marnia. J'ai même lancé une invitation à Nouriati Jambé qui est aussi candidate là-bas. Voilà, donc les autres que je ne connais pas, si aussi vous me contactez, il n'y a aucun problème. Vous serez tous invités. Donc samedi prochain, émission donc sur les élections départementales, surtout dans le 2-3 qui est bien en tout cas représenté. Et ça, la dispute sera âpre. Je ne sais pas, les autres candidats ne viennent pas me voir. Mais tous les candidats du 2-3 en tout cas, un peu sont en furie. Bon, donc c'est la fin de l'émission. Gaëtan, nous étions très heureux en tout cas de vous recevoir. Allez, un dernier mot pour nos auditeurs. Oui, écoutez, merci en tout cas de m'avoir reçu et puis je suis très content d'être venu et bonne journée à tous et bon week-end. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci d'être venu. Donc Richard, merci beaucoup. Et puis comme je le fais chaque samedi pour la phrase de la fin d'émission, aujourd'hui, donc cette phrase sera entièrement dédiée à Youssoufa et c'est Albert Camus qui le disait, un homme mort n'a de poids que lorsqu'on l'a vu mort. 100 millions de personnes disséminées à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. J'espère que des personnes comme Youssoufa ne seront pas une fumée dans l'imagination. Bonne émission avec Etienne et à samedi prochain.